Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Bienvenue sur Antipop, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. On a parlé dans un précédent épisode du concept et comment trouver un bon concept. Et là, on va parler d'une tendance qui est quasi incontournable pour tous les podcasteurs qui se respectent, c'est le format vidéo. Et je sais que Solène, tu es une grande convaincue du potentiel de ce format et j'avais envie de t'interroger sur ton approche du format vidéo. C'est pour qui? Comment il faut l'aborder? L'idée de cet épisode, c'est que vous puissiez vous faire votre propre conviction et décider si vous y allez ou vous y allez pas sur votre propre podcast. Et si oui, comment? Bienvenue Solène. Salut Anne-Claire, merci pour cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Et qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. C'est une erreur. Donc, je suis Solène Etienne, je suis la cofondatrice de Feuille Blanche. Feuille Blanche, c'est un studio de narration, c'est-à-dire qu'on travaille les messages pour les marques et les entrepreneurs. Et on est aussi producteur de médias d'inspiration pour les dirigeants. On produit plusieurs podcasts, 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista, Cash Out, donc qui sont plutôt des podcasts sur les terrains entrepreneuriaux, si je puis dire. Et puis, on produit des podcasts pour des marques et en marque blanche également. Et on est créateur de contenu sur tout support. Et j'ai fini de me présenter là. Et sinon... On peut continuer, hein. Sinon, je peux continuer. Hein. Sinon, j'aime bien le chocolat. C'est vrai. Si, tu vas continuer à te présenter parce que je crois que tu as une grande relation avec la vidéo et ce depuis longtemps. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Alors, je vais même remonter encore à avant. Je vais faire un petit clin d'œil à ma copine Caroline Pandreau. J'ai toujours été fascinée par le média, pas par le côté paillette, tu vois, du média, mais par comment les émissions étaient montées. Alors moi, je suis de la génération des débuts de Star Academy, Love Story, etc. Je regardais, au-delà de voir les chanteurs, etc., de me dire, tiens, comment c'est monté, etc. Donc, je suis toujours fascinée par l'image et le média. Et en fait, mon premier job, j'ai répondu à l'annonce parce que c'était la création d'un média sur Internet. Alors, bon, les moins de 20 ans ne connaissent pas cette époque-là et me prennent pour une très, très vieille dame. Pas tant que ça. C'était en 2009, 2010. Vraiment les tout débuts de ce qui s'appelait la Web TV. Et en fait, j'ai monté une activité autour d'une Web TV. J'ai créé une Web TV pour un institut d'études économiques. Donc, en plus, sur un secteur où tu t'attends pas à voir une web TV. Enfin, à l'époque, c'était plutôt des humoristes qui commençaient à aller sur ces terrains-là. C'était le début des vidéos des Norman & Co. J'ai oublié les noms de tous ces gens. Et là, on faisait quelque chose de très sérieux sur l'économie. Et donc, très vite, j'ai été confrontée aux médias vidéo, c'est-à-dire comment tu fais de la vidéo pour Internet sur des formats courts, d'aller chercher de l'audience sur, en plus, des sujets ardu. Et je travaillais avec des économistes qui écrivaient des pages et des pages et des pages sur des secteurs d'activité. Et je leur disais, alors là, on va faire un 3 minutes. Et donc, il y a une certaine forme d'écriture, pas du tout la même que celle lorsqu'on écrit même un papier. Donc j'ai été plongée en effet dans l'univers de la vidéo et du brand content parce que c'était aussi les débuts du brand content en France dès le début de ma carrière et j'ai toujours eu un attrait certain pour la vidéo et ce qui est marrant c'est que mon associé Thomas a commencé en web radio au même moment 2009 à 2010 et très très vite la web radio s'est transformée en web TV. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Exactement. Bon, malheureusement pas que sur la web radio et la web TV. On va parler plus bientôt. Voilà mon rapport en tout cas avec la vidéo depuis toujours. Il se trouve que quand on a monté Feuille Blanche, c'était en début 2020. Quand on a monté Feuille Blanche à, je pense, 4 semaines du confinement. Et que à ce moment-là, avec Thomas, on avait vraiment envie d'aller sur du podcast pour plein de raisons et qui nous ont donné raison parce qu'avec le confinement, c'était quand même beaucoup plus facile de faire du podcast que de la vidéo. Et donc, on a foncé vraiment sur cet aspect-là. Et je dirais, il y a 1 an et demi, on s'est dit, en fait, on va remettre des caméras et on va filmer. Pourquoi Parce que, tu sais, il y a eu la mode de ce qui s'appelait un wavy, là, avec la vague, là, tu vois, qu'il y avait sur les réseaux. Donc, pour promouvoir ton podcast, pour faire des extracts, t'avais un
un truc noir, bleu, vert. Enfin, tu On choisissais pouvait la couleur, le produire quoi. avec headliner. Oui, tu pouvais le produire avec n'importe quoi. Ça te faisait une vague, là, Mhm. la wave, qui faisait le son, en fait, un peu comme à la radio dans le temps. Et en fait, pour promouvoir les épisodes, nous, on fait tout en organique. En fait, on n'a jamais fait de paid, on n'a jamais fait de médias sur nos podcasts. On s'est dit, mais attends, on a des super entrepreneurs qui, pour beaucoup, sont connus. Ils disent des choses quand même vachement intéressantes. Finalement, si on le faisait en vidéo, en extract, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur le sujet, le podcast, et ramener de l'audience. Donc, au départ, c'était vraiment de revenir plus pour une utilisation de com. Et d'ailleurs, on montait pas l'entièreté des épisodes. On allait chercher vraiment on filmait tout, mais on allait chercher que les extracts. Donc, c'était un objectif d'acquisition et de conversion. Et de conversion et de découvrabilité, tu vois, du podcast. Puis de faire honneur quand même au contenu. De proposer un packaging qui est à la hauteur de ce qu'il y a dans la boîte, quoi. Bah oui, parce que quand tu vois la personne te raconter avec émotion quelque chose qui lui est arrivé, c'est mieux de voir la personne qui a les larmes aux yeux en train de te le raconter, ou qui est morte de rire, ou quelqu'un qui sort une guitare à un moment dans le studio, que voir juste une page avec une petite vague dessus. On est d'accord. Esthétiquement, il n'y a pas photo. On est en juin 2024 et aujourd'hui, tout le monde parle de vidéocast, d'intégrer la vidéo, etc. À quel objectif répond aujourd'hui la vidéo pour un podcast ? En fait, il y a un truc qu'il faut pas. Donc nous, on a évolué entre le moment où on a commencé et aujourd'hui. On a évolué parce qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est que, et ça peut être complètement contre-intuitif, mais la première plateforme de découvrabilité des podcasts, c'est YouTube. Et donc YouTube, je suis pas sûre qu'ils aiment bien les vagues. Pas de ouf. Non, c'est YouTube en fait aujourd'hui où il y a où on découvre le plus de podcasts. C'est aussi une manière d'aller chercher une autre audience que l'audience habituelle, en tout cas pour nous. En tout cas pour nous. Oui, bien sûr. Voilà, je dis ça. Et donc ça nous semble indispensable d'être sur ce type de plateforme. Et donc d'utiliser la vidéo. Après, je pense qu'il y a deux stratégies. Il y a la stratégie où tu fais une émission vidéo diffusée sur le web, où tu refais de la web TV, et le vidéocast, vodcast. J'ai l'impression qu'on se met encore pas tous d'accord sur le terme approprié. Nous, quand on fait de la vidéo, on fait du podcast qui est filmé. C'est-à-dire que jamais on va faire un regard cam, en tout cas quand on est dans le studio. On se concentre toujours sur notre invité et en fait, on oublie les caméras. On est concentré vraiment sur ce qu'on est en train de se dire, ce qui est d'autres réflexes que quand tu fais de la web TV où à un moment il faut quand même que tu parles aux auditeurs et que tu leur tournes pas le dos. En fait. Tout à fait. Y en a qui font d'autres choix. Nous, à date, je dis pas qu'on changera pas, on fait plutôt le choix de filmer le podcast. Il y a des gens qui nous disent aussi, moi je préfère voir les gens en fait. Moi typiquement j'écoute beaucoup lorsque je suis en mouvement, donc si j'ai à la fois le téléphone comme ça, etc., ça risque d'être compliqué. Puis pour pousser une poussette, c'est pas pratique en fait de tenir son téléphone, donc je préfère avoir juste le son. Mais il y en a beaucoup qui le font, donc on s'adapte et on le fait aussi comme ça. Néanmoins, je te dis ça, mais il y a aussi, on a adapté notre format 40 nuances de Next en événementiel à Vivatech pendant 4 jours. On a fait 4 jours de live, 66 interviews. Et là, typiquement, comme on était en live YouTube en même temps et live LinkedIn, on savait qu'on avait des gens qui nous regardaient derrière. Donc là, bien évidemment que tu parles à la caméra parce que tu te dis, les gens, ils sont en train de te regarder. Tu vas pas les ignorer, en fait, parce que c'est quand même pas sympa. Donc, typiquement, j'ai envie de dire, il faut que tu t'adaptes en fonction de est-ce qu'on est en live, là, LinkedIn, là, en l'occurrence, non, il n'y a aucune raison de regarder la caméra, tu vois. Et parce qu'on est dans une discussion, et je pense que c'est ça qui fait la force du podcast, et qui fait qu'au bout d'un moment, t'oublies les caméras. Que quand t'as la caméra braquée, que t'as quelqu'un qui parle régulièrement à la caméra, t'oublies pas la caméra, en fait. Donc, se dire à qui on parle, c'est quoi notre concept, encore. Et se demander aussi, est-ce que c'est de la vidéo qu'on va transformer en podcast? C'est le cas, par exemple, de Swan Périssé. Il y a plus de saison, c'est d'abord un spectacle qui est capté un peu en vidéo et en extrait en vidéo et de manière entière en audio. Mais en audio, on entend regarder le décor ou il y a des commentaires sur ce qui se passe dans la scène qu'on peut pas se représenter. Donc là, on le ressent en tant qu'auditeur, auditrice. Mais ce qui t'empêche pas de te projeter. Exactement. Donc, mais c'est réfléchir au cycle de vie, en fait. Exactement. De notre contenu. Et c'est comme c'est
tout à fait important, tu vois, quelquefois quand on est en podcast, enfin quand on est exactement dans la config dont on est là, et je sais pas, quelqu'un va sortir son produit, etc. Et c'est toujours important de dire, alors en fait là, un tel est en train de sortir son produit, ça a la forme de, parce que en fait tu te dis, bah celui qui l'écoute juste au son, il faut l'imaginaire qu'on lui met dans les oreilles là depuis le début du podcast où il nous écoute, il faut quand même qu'il se rende compte de ce qui est en train de se passer là. Ça peut pas être que la vidéo, en tout cas tant qu'on n'aura pas tranché. D'ailleurs, petit aparté, parce que je vais appliquer ton conseil. Nous sommes situés dans le super studio de Feuille Blanche, qui est en plein cœur de Paris. Et donc, c'est un studio où je suis très impressionnée parce qu'il y a plein de LED, il y a des éclairages, etc. Et surtout, nous sommes captés en vidéo. Donc, vous pourrez, en vous connectant sur Instagram ou sur LinkedIn, voir à quoi ressemble ce studio et comment est-ce que... Et à quoi ressemble nous Non, le studio, c'est plus intéressant. Quand j'ai commencé en 2018 à entreprendre dans le podcast, le positionnement de ce contenu audio, c'était d'être une alternative slow à l'info-obésité, à la multitude de contenus vidéo qui existaient. En 2024, on parle partout de vidéocast comme si c'était quelque chose qui devenait incontournable. Est-ce que c'est quoi? C'est les gens sont revenus sur leurs paroles? Est-ce que c'est non, un échec, une évolution? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi, je dirais pas ça parce que tu vois, nous, on est des fervents défenseurs du temps long pour permettre de diffuser une pensée, parce que je pense que tu peux pas, et d'ailleurs, l'actualité nous le dit aussi, tu vois, quand tu tronques en 15 secondes un message d'un discours, ça peut quand même donner des choses qui ne sont pas dans le bon sens. On est des fervents défenseurs du temps long, de l'analyse, de la nuance, et on n'arrêtera pas le temps long parce qu'on y croit fortement. Après, tu vois, dans les équipes, on a aussi des jeunes, et en fait, c'est rigolo de voir leur relation aux médias, en fait, où il faut que ça aille vite parce qu'ils ont été habitués à avoir des trucs qui sautent comme ça toutes les 30 secondes. Et donc, tu es obligé d'adapter un tout petit peu les codes. Ce qui ne veut pas dire que, tu vois, nous, il est hors de question qu'on travestisse les formats qu'on a imaginés pour répondre aux exigences, en l'occurrence de YouTube. En revanche, il y a des moments forts, des punchlines, des anecdotes qui peuvent être racontées, qui marchent hyper bien en shorts, par exemple, et qui vont ramener de l'audience ou de l'abonnement sur la chaîne et de découvrabilité, encore une fois, du podcast. Donc, je pense que, en tout cas, nous, aujourd'hui, on se dit pas, tiens, on va tourner un moment YouTube. Peut-être qu'on y viendra, mais en tout cas, aujourd'hui, on le fait pas. Parce qu'en fait, il y a tellement du temps long dans lequel on arrive à capter des sujets comme ça. Je te donne un exemple, parce que c'est peut-être un peu abstrait ce que je te raconte. Et pour nos auditeurs et auditrices, à Vivatech, on avait ramené 2 rubriques de 40 nuances de Next, qui est très séquencée, qui était soit moi président, soit la claque. Et dans une des interviews que j'ai faites, l'entrepreneur en face, Thomas Hiriard, choisit la claque. Et dans la claque, il dit, alors je pense que je vais plomber l'ambiance, mais moi, la claque que je me suis prise, c'était pendant mon cursus scolaire, je suis partie aux États-Unis à un moment, et en speaker, dans une des conférences, il y a le mec qui a lâché la bombe sur Hiroshima, qui vient parler. Et là, standing ovation dans l'amphi. Donc là, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, voilà. Et quelqu'un lui pose la question, mais en fait, vous avez fait quoi après? Et là, le mec répond, je suis entré, j'ai fait un barbecue, je me suis ouvert une bière, enfin, je sais plus quoi. Et là, il dit, tout le monde rigole et re-standing ovation. Et il dit, là, je me suis dit, putain, on n'est pas câblés de la même manière. Et en fait, tu vois, ça, on l'a fait en shorts. Parce que à chaque fois que tu racontes juste cette histoire qui prend 15 secondes, tout le monde est là en train de dire, mais c'est ouf, en fait, comment c'est possible? Enfin, tu te dis, c'est un short qui a hyper bien marché. Et ça, on s'est dit, tiens, ça, c'est intéressant de le sortir là, ça va parler, ça va. Et avec ça, on a gagné, quand tu regardes les stats, on a gagné des abonnés, sur des plateformes. Et on se dit, bon, ben voilà, c'est chouette aussi. Et des gens qui sont allés écouter plus loin l'épisode en entier. C'est intéressant de voir comment est-ce que, au niveau de la conception, on va avoir une approche stratégique en se disant, je vais apporter de la vidéo, je vais peut-être pas utiliser l'entièreté, je vais utiliser tels extraits parce qu'au niveau de la distribution, ça va répondre à des objectifs d'acquisition et contribuer à tout l'écosystème que je suis en train de faire. Donc, format, conception et distribution doivent être pensés comme un tout, en fait. Exactement. Et en fait, de se dire vidéocast, podcast, vodcast, etc., en fait, c'est pas se poser les bonnes questions. C'est juste se dire c'est quoi l'étiquette qu'il y a sur un projet, sans se poser de la question de la raison d'être, de pourquoi la vidéo, à quoi elle sert, c'est quoi son ajout, qu'est-ce qu'elle augmente, qu'est-ce qu'elle approche, qu'est-ce qu'elle enrichit, en fait, par rapport à toute l'expérience. Et puis, je pense qu'il faut aussi, à un moment, se dire quelles sont mes priorités.
et où je mets un montant de mes ressources. Parce qu'en fait, si tu veux bien le faire, en vrai, alors YouTube, c'est un autre texte que Instagram, qui est un autre texte que Tadesk, qui est une autre... tu peux pas mettre la cover juste de son épisode. Il y a des codes à adapter et à adopter dans les deux sens. Et donc, très vite, pour un épisode, tu peux avoir quand même beaucoup de contenu à créer pour diffuser le contenu que tu as enregistré, en fait. Donc, c'est aussi, je pense, un moment de ratio, de se dire où je mets mon énergie, où est mon audience, est-ce que j'ai un intérêt à aller sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a trop de monde à tel endroit, donc je vais à tel endroit, et sur quel réseau aussi je me sens le plus à l'aise. Tout à fait. Ça me semble pas foncer tête baissée. Ma petite matrice à moi. Pas foncer tête baissée parce que c'est la tendance du moment, mais effectivement avoir une approche par rapport à des objectifs donnés, des ressources données, où est-ce que je mets le poids du corps par rapport à aussi l'environnement dans lequel je vais évoluer. Mais une chose est certaine, et là on va pas se mentir, un extract vidéo attire beaucoup plus que juste ta cover mise sur Instagram. Et en plus, les algos aujourd'hui poussent plus un contenu vidéo qu'un contenu image. Donc après, le sujet, c'est qu'on est aussi, nous, créateurs de contenu, un peu tributaires. Alors, un des modes de consommation de nos auditeurs, certes, mais aussi des algorithmes et on doit aussi apprendre à jouer avec tout ça. Je dis jouer parce que je pense qu'il faut pas, encore une fois, pas travestir son contenu et qui on est. On va pas aller faire du titre, excusez-moi, putaclic, pour avoir plus de clics, parce qu'on a une certaine éthique et on va pas les faire dire à nos invités des choses qu'ils n'ont pas dites, juste pour faire de l'audience, ça c'est hors de question. Donc il faut essayer de naviguer dans tout ça avec aussi les ressources qu'on a. Parce que faut pas non plus se mentir, si on adopte de manière un peu bête et automatique il faut que je fasse de la vidéo, il faut que je fasse des extraits, etc., il y a une grande chance que 80% des autres personnes fassent la même chose. Et donc, du coup, tu te démarques pas, en fait, et tu utilises ton temps à faire quelque chose qui va pas te servir stratégiquement, parce que ça va pas te permettre de te démarquer par rapport à tes concurrents. Après, je pense qu'il y a aussi, en ce moment, on est quand même dans une phase d'accélération de pas mal d'outils qui peuvent te permettre aussi de gagner du temps sur toute cette partie production de contenu dérivé de ton podcast. Donc, en fait, ce qu'on se dit là aujourd'hui, si tu veux, il y a tellement de choses qui vont très très vite dans ce que l'IA peut proposer, etc., que bon, il y a peut-être un moment où ça ira aussi beaucoup plus vite que si tu fais tout à la mano, de l'enregistrement de ton podcast à la diffusion sur toutes les plateformes. Bah c'est vrai. Là, par exemple, j'utilise Riverside pour ma captation à distance, et ils proposent de manière assez automatique des mini-clips où ils vont choisir les extraits. Bon, c'est pas toujours les bons, mais je pense qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on peut gagner du temps grâce à l'IA sur le côté snacking content. Donc c'est d'isoler des extraits pour les distribuer sur les réseaux sociaux, avec l'espoir que ça redirige les gens pour les convertir en auditeurs. Et il y a aussi un outil que j'ai découvert récemment grâce à Momo Larbi, que j'ai interviewé sur le podcast, qui est Asian, qui te permet à partir d'une vidéo de ta part, de créer un lip sync de ta voix avec une autre langue. Et aussi, à partir de ton visage, tu lui donnes un texte et puis ça va générer une vidéo, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir quelles sont les évolutions de la vidéo et l'impact de l'IA. Voilà, pour se dire comment est-ce que j'utilise le mieux la vidéo dans ce contexte, dans ce contexte-là. Ouais. Et ça, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont évoluer et qui vont permettre aussi de gagner pas mal de temps. Par rapport à la distribution du contenu, tu l'as un petit peu abordé. Le rôle de la vidéo, ça va être de proposer une expérience qui est plus immersive, où on voit plus les émotions, etc. Est-ce que il y a certains podcasts pour lesquels vous ne décidez pas d'en faire du snack content, donc juste des extraits, mais d'en faire une masterpiece? Alors tout. Okay. Aujourd'hui, tout depuis peu de temps, où on le met en entier, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on a des gens qui vont aller voir là, aussi pour des questions de référencement. On monte tout aujourd'hui. Comment est-ce que vous améliorez la découvrabilité de votre contenu vidéo, notamment sur YouTube? C'est un gros sujet.
On travaille beaucoup sur le SEO, parce que c'est très important dans YouTube, il y a des règles, etc. On travaille une strate aussi de diffusion de contenu. On a énormément de contenu là, typiquement à diffuser. Ça sert à rien d'en mettre 4 par jour, tu vois, typiquement. Donc, c'est de se dire comment on arbitre en fonction des shorts, des longues vidéos. Et on travaille actuellement avec quelqu'un qui sait vraiment faire ça aussi, parce que c'est d'autres codes, c'est un autre média, c'est autre chose, ne serait-ce que la miniature en fait, enfin l'image, c'est bête, mais en fait c'est les visages sont beaucoup plus grands, il y a des jeux de lumière qui sont mis, le texte au milieu avec des trucs qui clignotent. De ouf. Ouais. Bon, alors on essaie de pas être non plus dans le truc c'est la fête foraine, mais en tout cas voilà, et là en ce moment typiquement tu vois on teste énormément de choses, et en ce moment on a quelqu'un là qui bosse avec nous, et en fait je dis on teste, on y va, on voit, et il y a quand même toujours derrière l'algorithme qui fait que tu vois, là, on a eu une stratégie sur 2 shorts où on a fait exactement la même strat, c'est-à-dire le même rythme de narration, etc. La première n'a pas du tout marché, la deuxième a cartonné. Mais tu sais pas pourquoi. Là, à date, je sais pas pourquoi. Je saurais pas l'expliquer. Donc là, nous, on est quand même encore en phase, tu vois, on teste, on apprend beaucoup de choses, on s'entoure des gens qui savent aussi, pour aller vite, et aussi pouvoir le proposer à nos clients, qui peuvent encore être réticents quelquefois de se dire je veux pas aller sur YouTube. Mais finalement quand tu prouves par A plus B qu'en fait il faut y être, mais moi j'avais le même truc il y a je ne compte plus les années, mais quand j'ai commencé à bosser, je me souviens avoir dit à mon boss en fait on va mettre les vidéos sur YouTube, et il m'a dit Solène, pas du tout. Et je lui dis si, c'est en fait pour le référencement, et à l'époque il y avait peu de contenu sur ces gens-là sur YouTube, et je me souviens de mecs qui étaient des universitaires chercheurs en économie qui venaient parler, et en fait c'était eux qui nous faisaient le plus d'audience parce que tous les étudiants allaient voir, les cherchaient. Et pour mieux comprendre, je sais pas, un concept, et donc et ça a permis mais grandement la découvrabilité de la chaîne. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette perspective. Un extrait vidéo sur les réseaux sociaux et un extrait vidéo sur YouTube, c'est pas la même approche en fait. On pourrait se penser c'est la même chose, mais en fait pas du tout, parce que dans le cas des réseaux sociaux, par exemple d'Instagram, ce qui va décider, ça va être l'engagement des followers avant toi. Est-ce qu'ils ont engagé, est-ce qu'ils ont regardé un taux de complétion de la vidéo, etc. Donc c'est le contenu en lui-même. Alors que YouTube, ça va être plus un système de mots-clés. Qu'est-ce qui a marqué dans le titre? Exactement. Est-ce que le titre a donné envie de le regarder? Est-ce que la vignette a donné envie de le regarder? Est-ce que ensuite, après le contenu, tu peux pas titrer pareil? Et ce sujet du titre, en fait, j'imagine que ça vous fait choisir des extraits différents pour YouTube que pour Instagram. Oui, en tout cas, il y a des extraits qu'on met sur YouTube qu'on ne met pas sur Instagram. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ceux qu'on met sur Instagram, on les retrouve aussi sur YouTube parce qu'on se dit, tant qu'à faire, c'est quand même bien en termes de contenu sur un malentendu. La personne va peut-être tout regarder. Donc, on le met quand même. Mais oui, il y a des shorts qu'on fait pour YouTube qu'on ne met pas sur Instagram, en effet. En plus, c'est pas du tout la même démarche, en fait. Sur YouTube, t'es vraiment, comme tu le disais, dans une démarche de snacking. Et éventuellement, t'en as vu 2, tu te dis, c'est hyper intéressant, je vais aller voir la complète. Et en plus, tu peux faire ça, en fait. Tu peux relier. Tu peux les relier. Tu fais des cocons, en fait. Exactement. Tu peux dire, en fait, tu vas aller plus loin. Tiens, c'est malin, c'est bien fait. Et je pense et d'ailleurs, je trouve que dans son approche de snack, YouTube est très proche, plus proche de TikTok, tu vois, typiquement. Alors nous, on a dit, tiens, on lance, on teste. Alors des fois, il y a on n'a pas une stratégie très poussée, tu vois, sur TikTok, mais sur certains sujets, en fait, ou certaines personnalités, on a eu des belles surprises de vidéos qui ont hyper bien marché. Et comme il y avait à ce moment-là, quand on a commencé, pas trop de contenu entrepreneur centric, j'ai envie de dire, voilà, il y avait un peu de place à prendre aussi. Trop chouette. Pour conclure cet épisode sur le format vidéo et pourquoi est-ce qu'il va devenir incontournable dans le futur, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se pose la question, là, après nous avoir écouté, de se lancer ou pas se lancer dans ce format vidéo, de l'ajouter à son podcast? Est-ce que tu as une petite checklist des choses à... La fameuse checklist. Je dirais, pensez en amont à ce que vous voulez faire avec cette vidéo. C'est se dire, parce que
je sais pas, si t'as un épisode qui fait 2h30, je dis n'importe quoi, mais t'as un podcast de 2h30, si t'as filmé pendant 2h30, il faut des recherches en fait derrière les 2h30, donc c'est quand même, ça peut être un peu fastidieux quand même. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ta vidéo? Rien n'empêche à un moment de se dire, mais en fait, je garde mon podcast, mais j'ai un autre format de 3 minutes que je fais en vidéo. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Tu fais avec un iPhone, tu testes et puis tu vois si ça marche ou pas en fait. Donc moi, ma reco, c'est de te dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ce contenu? Où va aller ce contenu? Est-ce que je veux le mettre sur Insta? Est-ce que je veux me lancer dans YouTube? Est-ce que c'est pour un TikTok? Est-ce que c'est pour mon LinkedIn? Qu'est-ce que j'en fais? Donc ça c'est vraiment le canal pourquoi. Et du coup, quand tu fais ça, en fait, je voulais faire un post LinkedIn là-dessus. Ça me fait penser que je ne l'ai pas fait, qui était de dire, ah chouette, tu fais du podcast, tu peux être en pyjama. Et ben non. C'est quoi les impacts en fait? Les impacts en fait derrière, c'est-à-dire que où tu tournes a une importance. Tu vois, tu peux pas tourner dans un truc chum, mal éclairé. Donc ça a des petits impacts quand même qui sont pas insurmontables. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut à peu près s'en sortir. Mais en fait, anticiper que tu peux peut-être pas tout faire comme tu le faisais à la bonne franquette, juste avec ton micro et ton casque. Tout à fait. Et même ton micro, moi c'est mon cas par exemple, j'en parlais avec Benjamin Roa qui est un ingé son, on a parlé de comment est-ce qu'on enregistre à distance avec le bon matériel notamment. Et ben moi j'ai un gros filtre anti-pop, donc en fait à la caméra on me voit pas. Oui, salut. Ou je suis obligée de me décaler comme ça, mais du coup pour la prise de son c'est pas terrible. Ouais. Et donc il y a des choses en fait, il y a des impacts en termes de contenu. Et des impacts en termes d'esthétisme, de setup, matériel ou environnement. Parce que en plus, il y a, en fait, ce qui se passe toujours, c'est que tu as toujours des gens qui sont en avance sur toi, quoi qu'il, ou qui ont plus de moyens, etc., et qui sont sur des formats qui ont l'air hyper simples comme ça, mais qui sont en fait hyper compliqués à réaliser en termes, tu vois, si c'est un fond vert où tu as les couleurs qui changent, etc. En fait, d'un point de vue réel, ça peut être, enfin, vraiment deux trois techniques. Donc, en fait, c'est anticiper tout ça. Parce que aussi avoir une image vidéo trop moche, je pense que ça dessert aussi. Parce que tu peux passer pour un peu ringard, has-been, tu vois, alors que ton contenu, il est trop cool. Donc, je pense que l'esthétique est quand même hyper important. Mais ça, ah oui, tiens, ça, on n'en a pas parlé. C'est que sur les vidéos, pardon, je vais là-dessus, mais sur les vidéos, t'as quand même besoin de synthé. Le synthé, c'est les choses qui défilent pour dire le nom de la personne. Ouais. Voilà, le nom, ce qu'elle fait. La cartouche, là, qui arrive et qui dit Solène Etienne. Solène Etienne. Feuille blanche. Feuille blanche, exactement. T'as besoin potentiellement d'un générique. Un générique, mais audio, mais animé avec du motion design. Donc, les synthés. Enfin, tu vois, ça te rajoute, en fait, des petits trucs. Et après, tes extracts. T'as besoin d'un habillage aussi de ton extract où tu mets ton logo, comment on sait que c'est toi. Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, dans l'épisode que peut-être certains vont aller écouter après, on parlait du concept de ce qui était identifiable. Mais finalement, ton décor, quand il doit être aussi identifiable. Tu vois, nous, on a plusieurs podcasteurs qui tournent dans nos locaux. Bon, tu vois, j'ai des gens qui me disent, ah, je savais pas qu'un tel il tournait chez vous, j'ai reconnu votre studio. Bon, en fait, c'est une identité, en fait, avec laquelle tu t'adhères pas, ou ce que tu crées ton univers, tu vois. Je pense que celle qui a très, très bien réussi ça, c'est Léna Situation avec son canapé, avec son canapé. Bon, tu sais que c'est son canapé, en fait. Enfin, il y a pas y a pas photo. Et donc, ça demande un peu de charge mentale en plus, et ça demande un peu plus d'organisation, potentiellement. Chouette. Merci Solène pour tous ces conseils. Je t'en prie. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront été inspirés par cette perspective que tu as donnée, les choses qui sont à réfléchir, etc. J'espère que ça vous aura motivé à tester. Comme tu disais, Solène, on n'est pas obligé de partir sur une masterpiece dès le départ. Peut-être faire des petits tests vidéo, voir si on aime bien et tout. Et en tout cas, si vous testez, des choses nouvelles pour votre podcast, n'hésitez pas à venir m'en parler. Anne-Claire Lecas sur LinkedIn ou @ecofactory sur Instagram. Et Solène Etienne se trouve sous le nom de Feuille Blanche, tout attaché sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à lui dire si son partage d'expérience vous a inspiré et que vous avez envie de continuer la conversation. À très vite. Merci Anne-Claire, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.